Bonjour tout le monde, bienvenue sur ce nouveau live métier sur la web TV de My Future. Je me présente, je m'appelle Marion, je suis donc animatrice pour My Future. Comme vous le savez probablement, hein, peut-être que vous m'avez déjà vu en live métier, en visite virtuelle ou sur nos réseaux sociaux. En tout cas, petit rappel, My Future, qu'est-ce que c'est? C'est une start-up sociale qui aide les jeunes entre à peu près 14 et 24 ans avec leur orientation au quotidien, à connaître un peu le monde du travail, à connaître un peu différents métiers et se renseigner pour votre futur. Et aujourd'hui, on sera en compagnie de Badr. Salut Badr, est-ce que tu m'entends bien? Est-ce que tout va bien? Salut, oui, je t'entends très bien. Bonjour à tous ceux qui regardent le live et merci encore une fois pour l'invitation. Ah bah, nous, ça nous fait très plaisir. On a hâte de pouvoir découvrir un petit peu ton métier, ce que tu fais, enfin voilà, plein de choses à ton propos. Donc, on a vraiment hâte. Comme vous pouvez voir, vous avez Thomas qui est modérateur sur le live aujourd'hui. J'essaye de regarder vos commentaires au fur et à mesure, mais n'hésitez vraiment pas à poser vos questions, à interagir, à intervenir, à nous dire ce que vous en pensez. S'il y a des choses que vous comprenez pas, n'hésitez pas à demander. En tout cas, voilà, pour ce qui est des choses un peu plus techniques ou des aspects que vous auriez laissé passer par inadvertance, en tout cas, Thomas vous fera des résumés en commentaire. Donc voilà, et bien écoutez, on va pouvoir commencer. Alors Badr, on va déjà regarder tout simplement l'intitulé de ton métier et le secteur dans lequel tu travailles. Donc, est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais et dans quel secteur? Alors moi, je suis ingénieur ingénieur en maintenance des engins qui s'occupent de l'exploitation de Colas Rail, c'est-à-dire la mise en place des voies ferrées, le renouvellement des voies ferrées et puis la maintenance des voies ferrées. Il y a des Ok. locomotives, il y a des pelles, il y a des rails-routes et il y a d'autres engins lourds qu'on va voir par la suite. Et l'idée, c'est d'assurer l'exploitation et assurer nos chantiers tout en ayant un bon maintien de nos engins. Ok, bah écoute, c'est hyper clair. Merci pour cette explication. Bah, je te propose qu'on n'attende pas plus et qu'on plonge dans ton quotidien et qu'on regarde du coup les missions que tu es amené à faire. Une mission dont tu m'as parlé rapidement, hein, quand on préparait ce live, c'est le schéma de maintenance. Alors, on va voir que pour ton métier, il y a quand même des termes assez techniques, donc Mhm. on va tout expliquer, hein. Donc, pour commencer, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que le schéma de maintenance et dans quel contexte ça s'applique dans ton travail? Alors, schéma de maintenance. Je vais donner un exemple simple. Il y a quelqu'un qui va acheter une voiture, il aura un document, et sur ce document, il saura, par exemple, dans les 20 000 kilomètres, il devra faire une vidange. C'est de la maintenance, ce qu'on appelle la maintenance préventive. On sait très bien auparavant que selon un calendaire, au bout d'un an, au bout de 3 mois ou de 6 mois, il faut réaliser une maintenance d'un composant, ou dans les 20 000 heures, par exemple, il faudra réaliser aussi une maintenance. Donc, Ok. nous, sur nos engins, si vous voulez, on a aussi des documents constructeurs. Ok. Sauf qu'on essaie de les harmoniser par composants. C'est-à-dire, on a des composants, on essaie de voir, par exemple, pour le moteur, eh ben justement, il faut faire une vidange dans 3 mois ou tous les 3 mois. On essaie de définir dans un tableau la fréquence avec les alertes, le jour où il faudra le faire, s'il faudra changer des semelles de frein, s'il faudra changer des essuie-glaces. Et sur ce schéma de maintenance qu'on trouve, on trouve la fréquence, la criticité, si ça nécessite un contrôle visuel ou pas, ou s'il faudra vraiment le remplacer, ainsi de suite, avec le nombre de techniciens et le nombre d'heures d'intervenants. Euh, le but, c'est que ça nous permet d'avoir un visuel à long terme de ce qu'il faut faire sur notre engin et essayer de le partager avec les exploitants pour pouvoir arrêter la machine. D'accord, ok. Mais on a Chantal en troisième B du collège François Durian qui nous demande, mais c'est hyper technique comme travail, non? Ça a l'air compliqué. Alors, c'est pas très compliqué, c'est hyper technique, oui. Côté technique, moi, si tu veux, au tout début, j'avais aucune connaissance du métier du ferroviaire. Donc,
Je te rassure, Chantal, dès que tu mets le premier pas dans une entreprise, il y a souvent des formations, il y a souvent des experts qui te suivent pour que tu puisses te former sur le métier technique. Après, derrière, il y a une certaine base par rapport au parcours scolaire choisi. Et sur certaines bases, on se forme sur certaines choses et derrière, on essaie juste de coordonner entre la formation scolaire et entre l'expérience et la formation professionnelle et technique. Ok, bon, en tout cas, c'est très clair et ça a l'air rassurant. Une autre mission, c'est l'analyse de panne. Donc, c'est vrai que quand on dit maintenance, on pense aussi bah, aux aspects panne, petits problèmes techniques. Mhm. Donc, du coup, qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là? Alors, déjà, pourquoi on a essayé de se concentrer un peu sur des analyses de panne? On aurait pu ben, corriger les pannes sans forcément les analyser et aller plus loin. Quand on est sur un chantier, euh, dès qu'une machine tombe en panne et on n'arrive pas à la dégager de la voie, on a une amende de 5 000 € par minute. Je dis bien par minute, pour tout Ah ouais, passage de train SNCF, parce que c'est des lignes fermées. On a le droit de travailler sur un chantier entre, par exemple, minuit et 5 heures du matin, et un train qui va passer à 6 heures. Donc, si on met 1 heure de retard, c'est 5 000 € fois 60 minutes pour un train. Et on a des trains qui vont avoir du retard aussi. Donc, l'idée de waouh. cette analyse de panne, c'est d'essayer déjà de corriger la panne rapidement possible et derrière d'essayer d'analyser, de se poser des questions, d'où vient la panne, pourquoi on a eu cette panne et essayer de diffuser des flash infos pour pouvoir intégrer la solution pour tous nos engins et essayer de l'éviter par la suite. Et c'est là aussi on peut revenir à notre schéma de maintenance. Un composant qui tombe en panne et on sait la cause, peut-être qu'on a manqué de contrôle, on a manqué de, on n'a pas pu remplacer ou on n'avait pas une connaissance sur ce qu'il fallait faire. Et ben on revient sur notre schéma de maintenance. Ah ben tiens, faut contrôler ça tous les jours ou tous les 3 mois pour éviter que ça retombe en panne par la suite. Ok, Et bon, je vais pas rentrer dans le technique, mais il y a tout un diagramme d'Ishikawa, 5 S à répondre. Et ça aussi, ça rentre dans la formation scolaire. Donc, ne vous en faites pas. C'est selon la formation, vous aurez la maîtrise de ces choses. ok. On a une autre mission, donc qui est la modification des machines. Alors ça, encore une fois, on est sur un terme un peu obscur que tu vas devoir nous expliciter. Alors, sur notre train, on n'a pas la liberté de faire ce qu'on veut. Derrière, il y a la SNCF qui exige des normes à respecter. Il y a ce qu'on appelle le PSF, c'est-à-dire le gendarme du ferroviaire. Ok, Si par exemple, on veut rajouter quelque chose sur le châssis de l'engin, on vient pas, on le rajoute. Il y a une analyse de risque à faire, il y a des normes à respecter, il y a tout un dossier d'études à monter pour pouvoir justifier que notre modification sur la machine ben, ne va pas impacter la sécurité ferroviaire. Si ok, c'est validé, à ce moment-là, on pourra réaliser la modification. Si c'est pas validé, ben, on la réalise pas. ok, Ça peut être le respect du gabarit, par exemple. Sur la route, on peut accéder à un tunnel. Et pour certaines voitures, ben, ils n'auront pas le droit parce qu'il y a toute une hauteur et on ne peut hmm, pas le faire. Donc, ces questions d'auteur, ainsi de suite, de poids d'engin, c'est pareil dans le ferroviaire, sauf qu'ils sont reformulés sous forme de normes et sous forme de calcul à faire pour voir si on respecte l'exigence ferroviaire ou pas. ok. Bah, du coup, on nous demande, en gros, c'est grâce à toi, enfin en tout cas grâce à vous, qu'on a des trains qui marchent. Alors, c'est grâce aux ingénieurs de maintenance de la SNCF. Ok, C'est grâce à moi que la voie ferrée est bien maintenue et que le train SNCF assure la bonne circulation. ok, Nous, c'est plus partie voie ferrée. Moi, j'interviens sur la maintenance des engins qui font le renouvellement des voies ferrées. Par ok. contre, il y a un ingénieur de maintenance des TGV, par exemple, à la SNCF, qui fait le même travail que moi, sauf que pour les trains de la SNCF. Ok,
D'accord. Et on arrive sur donc la dernière des missions qui est, enfin dont on va parler. Hein, c'est pas t'as encore sûrement d'autres missions, mais en tout cas ça c'est les plus importantes. Mhm. C'est l'audit de la maintenance. Alors là encore un terme technique, l'audit. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on l'applique? Explique-nous tout. Alors, des fois, nous, en tant qu'ingénieurs en maintenance, on essaye de rédiger ce qu'on appelle des modes opératoires pour une réalisation de la maintenance. C'est-à-dire, on veut réaliser une maintenance, et ben, on essaye de montrer aux techniciens, aux gens qui vont réaliser cette maintenance, la bonne manière de faire, Mhm. l'environnement où cette maintenance doit se passer, l'outillage nécessaire, ainsi de suite. Au Est-ce que moment de tu peux la... nous expliquer, pardon, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est qu'un audit de manière générale? Ah ben, justement, j'allais en venir. Mhm. Dès qu'on rédige ce genre de document, on se déplace sur chantier au moment de la réalisation d'une maintenance et on essaie de surveiller et de voir et de contrôler, c'est ça le mot audit, pour dire ce que j'ai rédigé, ah ben, il est conforme à aux conditions nécessaires, il est conforme aux exigences et aussi, d'autre part, le technicien, il respecte ce que moi j'ai demandé pour la bonne réalisation de la maintenance, que ce soit en nombre d'heures, que ce soit en outillage ou que ce soit en respect de partie, c'est-à-dire on commence par ça avant de faire cela, faire attention avant de faire ça, il faut faire attention à d'autres composants. Donc tout est rédigé, on essaie de contrôler ce qui est réalisé lors de la réalisation de la maintenance. D'accord, ok. Ok, bah en tout cas c'est très clair. Merci pour ces explications, Bad. Du coup, on a vu quand même quatre missions très importantes et assez techniques. Et je te propose, tu nous as concocté, enfin tu nous as trouvé une vidéo que tu voulais diffuser pour qu'on ait une meilleure idée, une meilleure appréciation bah, de ce que tu fais, de l'activité de ton entreprise, etc. Alors, on va pas pouvoir tout regarder parce qu'elle est très longue. Mais on va regarder quand même un petit extrait si la régie est OK. On va pouvoir lancer la vidéo et on en discute un petit peu après. D'accord. Chaque année, sur l'ensemble du réseau ferré national, dans toutes les régions de métropole, environ 600 km de voies classiques sont renouvelées par procédé mécanique dit suite rapide. Fortement mécanisée, cette opération consiste à remplacer la totalité ou une partie des éléments principaux de la voie. Le ballast, les traverses, les rails et leur système de fixation. Répartis sur plus de 10 km, chaque atelier traite 1000 mètres linéaires de voie par période de travail, de jour ou de nuit. Environ 500 personnes appartenant à la SNCF et aux entreprises Colas-Rail et TSO vont s'employer durant plusieurs mois à renouveler la voie, en maintenant le passage des circulations commerciales en dehors des heures de travaux. Durant la période préparatoire, tous les détails du chantier ont été étudiés par les équipes d'encadrement. Interviennent aussi les équipes topo et de petites unités de travaux qui procèdent à la consolidation des traverses avant leur dépose. Sur ce chantier, le train de substitution TSV 21 va effectuer la première opération consistant à remplacer les traverses et les rails. C'est une machine à haut rendement qui détache les fixations des traverses, écarte les rails, enlève et stocke les vieilles traverses. Le plan de voie sera ensuite abaissé. Les nouvelles traverses posées, à raison d'une tous les 60 cm, puis les longs rails neufs, préalablement disposés le long de la voie, seront insérés et attachés aux traverses. Et voilà, c'était un petit extrait hein, d'une vidéo plus longue. Vous pouvez aller voir la suite si vous voulez. Peut-être, Badr, si on a un petit lien, on pourra le mettre dans le Oui, chat. bien sûr. Et voilà, donc si ça vous intéresse, on a plein de réactions. Alors on nous dit j'aime trop la vidéo, on dirait l'émission des routes de l'extrême. Donc oui, c'est un petit peu ça, c'est vrai. Et on nous demande aussi à quelle fréquence sont renouvelés les rails du réseau ferré en France. Alors, le renouvellement,
il faut pas dépasser les 25 ans, voire 30 ans. Après, Ok. on peut le faire avant, mais en fait, tous les voies ferrées, ça appartient à la SNCF. Donc, nous, notre client principal en France, c'est la SNCF. Et donc, Ok. lui, il est au courant qu'au bout de 25 ans, 30 ans, il faut renouveler des rails. Et à ce moment-là, bah, il fait la demande des appels d'offres. Il y en a d'autres entreprises qui exercent bah, le même métier et c'est la SNCF qui choisit enfin, l'entreprise qui va réaliser ces travaux. Ça, c'est pour le renouvellement. Sauf qu'il y a la mise en Oui. place aussi de nouvelles lignées. Ok. Et donc ça, c'est aussi à la demande de la SNCF. Il y a une nouvelle ligne. Par exemple, récemment, il y avait la ligne entre Nîmes et Montpellier, la ligne TGV, qui a été Ok. réalisée par Colas Rail aussi. Tout ça, c'est à la demande de la SNCF. Sauf que le renouvellement, c'est les 25-30 ans. Et puis, à la maintenance, c'est beaucoup plus facile que ce qu'on a vu sur la vidéo. Et c'est expliqué d'ailleurs sur la vidéo, je pense en fin de vidéo. Ça aussi, bah, c'est selon la dégradation. Des fois, on se rend compte qu'on ne va pas atteindre les 25 ans ou les 30 ans et que nos voies et nos rails se dégradent. Donc, on essaie de réaliser une maintenance en essayant d'arriver à la fréquence demandée. Et comment tu peux expliquer ça, cette dégradation des voies? Comment ça se fait qu'il y ait certaines voies qui soient dégradées plus rapidement que prévu? Comment ça s'explique? Bah, peut-être au départ mal entretenu, mal réalisé, conditions de météo, des tempêtes, ainsi de suite. Des fois de la chaleur dans des pays africains, par exemple. Et, et puis, moi, j'interviens pas trop là-dessus. J'ai pas forcément de connaissances sur la dégradation des rails et des voies. Par contre, généralement, c'est soit que ça a été mal entretenu, soit des fois on n'avait pas trop le temps ou les moyens pour la maintenir. Donc la SNCF n'a pas fait d'appel d'offres, ce qui arrive rarement, hein. Mais c'est souvent dû à ça. Ok, bah, trop bien. En tout cas, on a quelqu'un qui nous a trouvé le lien de la vidéo en entier. Il est mis dans le chat, donc c'est top. Vous pouvez aller regarder ça très vite, courir, regarder, avoir plus de détails bah, sur les activités de Colas, Colas ou Cola? Colas Rail? Colas Rail, oui. Colasrail. Donc voilà, en tout cas, merci beaucoup pour la contribution. On va continuer, Badr, à regarder un petit peu de quoi est fait ton quotidien. On a vu tes missions, ton activité, voilà, vraiment ton métier. Maintenant, on va regarder des détails un petit peu plus pratiques, puisque nous, en fait, on réfléchit aussi à notre quotidien, hein. On se visualise, on se dit, Mm. ah, si je fais le même métier, comment ça va se passer dans le concret? Et donc, voilà, alors comment ça se passe dans le concret? Déjà, quel type d'horaire est-ce que tu es amené à faire? Est-ce que tu fais des horaires traditionnels, on va dire lundi, vendredi, 9h, 17h, un truc comme ça? Ou est-ce que tu dépasses? Est-ce que tu as le même nombre de jours de vacances? Dis-nous tout. Alors, c'est tout pareil, 9h, 17h30. Ok, Des fois, si je suis amené à visiter un chantier de nuit, donc je fais le chantier de nuit, mais le lendemain, je ne travaille pas toute la journée pour ok. respecter le nombre d'heures exigées. Ouais, de repos, ouais. Oui, parce qu'il faut préciser que en fait, selon la loi, il faut avoir un minimum de 11 heures de repos Mm. entre la fin des horaires de nuit, enfin si on travaille le soir, quand on commence le lendemain. Il faut compter au moins 11 heures. Donc voilà, si vous finissez à 1h du matin, vous n'aurez pas le droit de commencer à 9 heures le lendemain, quoi. Y compris, il ne faut pas dépasser 10 heures d'activité. Mmh. Ouais, OK. Mais il y a quelques exceptions dans certains métiers. Par Oui, exemple, les métiers de l'audiovisuel, parfois, c'est des journées de 12 heures, mais c'est vraiment prévu par des conventions collectives particulières. Et voilà, c'est tout un. Mais voilà, effectivement, ouais. il y a des. Justement, en tout cas pour nous, c'est 10 heures à ne pas dépasser. Mmh. Peut-être qu'il exige ça parce que des fois, tu fais des 7 heures de travail au bureau et il faut prendre la route le soir pour aller, Mmh. enfin, pour se déplacer. Et donc, à ce moment-là, il y a la fatigue, il y a beaucoup de choses. Comme ça, on évite un peu le risque et derrière, bah, on entamer le chantier le lendemain soir. Et alors justement, moi je voulais te demander, c'est quoi ton environnement de travail? Parce que là, on voit des rails et tout, donc on s'imagine que tu es tout le temps sur le réseau ferroviaire. Mais du coup, en fait, il y a aussi du bureau? Alors, moi, c'est plus du bureau. Ok.
pour la rédaction, pour la mise en place des formulaires, des modes opératoires et des schémas de maintenance comme je disais. Et en fait, si vous voulez, on est plusieurs ingénieurs en maintenance et chaque ingénieur maintenance a un nombre d'engins à gérer en termes de maintenance. Et donc, moi, je sais qu'il y a une machine qui va rentrer. Moi, c'est plus atelier que chantier, atelier de maintenance. Donc, Ok. je sais très bien qu'il y a cette machine qui va rentrer dans tel ou tel atelier pour réaliser une maintenance. Si c'est de la maintenance quotidienne et que je sais que ça va bien se passer, qu'on a déjà réalisé des audits et des contrôles et que c'est maîtrisé, eh ben, j'ai pas forcément besoin de me déplacer. En revanche, si c'est de la panne, et si on a mis trop de temps à dégager l'engin et qu'il faut trouver une solution, ben à ce moment-là, oui, il faut se déplacer sur le chantier. En fait, ça varie. Il n'y a pas forcément un nombre d'heures travail Pas une bureau. règle, ouais. Ça change en fonction de la situation, quoi. Voilà. Et du coup, je me demandais, toi, tu travailles principalement seul ou principalement en équipe? Mais principalement en équipe. Ok. Et d'ailleurs, tu définirais comment le relationnel qui est dans ton équipe, entre vous, si tu devais donner quelques adjectifs, tu dirais quoi? Alors, le relationnel, il commence par la personne elle-même. Hmm. Quand la personne, elle est épanouie, elle a l'esprit d'équipe, bah, déjà ça dégage une bonne énergie pour que les gens qui t'entourent puissent faire de même. Et Mhm. puis, côté relationnel au bureau, bah, c'est parfait. Des fois même, il y a des ingénieurs qui s'occupent pas de mon parc à moi et quand c'est critique, bah, ils laissent leur travail à eux, ils viennent, on essaie de trouver une solution, Ok. ainsi de suite et vice-versa. Donc, non, il y a un très bon relationnel et des fois, même je suis en congé, ils ont tendance à gérer mes équipes ou ils ont tendance à gérer mon parc. Trop bien. On a une question qui nous demande, c'est quoi ton plus beau souvenir dans ton métier et c'est quoi le pire? Alors, le plus beau souvenir, il y en a plusieurs, les plus beaux souvenirs. Généralement, généralement, quand tu es dans un chantier et que tu te dis que, enfin, il y avait une machine qui a déraillé Ok. et on avait un planning de travaux alors que c'était impossible de le respecter. Il y avait vraiment une machine qui avait déraillé et il fallait remettre en état la machine au bout de 2 mois. Et normalement, en termes de délai de livraison des pièces de rechange, ainsi de suite, on était un peu positif, on n'était pas positif là-dessus. Donc, avec le travail en commun de tous les ingénieurs et l'aide de d'autres techniciens, de d'autres ingénieurs pour essayer de remettre en état cette machine, on a pu livrer la machine en temps et en heure. Et pourquoi c'est un beau souvenir? Parce que c'est là où on essaie de voir en fait le travail en équipe, l'aide Ouais. de chaque collaborateur. Donc vous êtes vraiment prêté main forte et Ouais. ça a bien fonctionné. Alors, mon plus mauvais souvenir, c'était pas chez Colasrail, mais c'était quand j'étais en contrat de professionnalisation Ok. et j'étais dans le ferroviaire aussi. C'était ma première expérience. Donc, pour certaines personnes ayant 20 ans d'expérience, c'est quelque chose qui est normal et qui arrive. Mais moi, Ouais. c'était tout nouveau. C'était une machine qui avait pris feu, tout en Ok. entière. Donc, Wow. lors d'une opération de maintenance, ils ont oublié de bien serrer un flexible qui fait le passage du gasoil. Et donc, ça s'est propagé et elle a pris feu. Et je trouve que ça, c'est Wow. mon plus mauvais souvenir. Et c'était à 2 semaines avant ma soutenance de fin d'études. Oh, waouh, mais ça doit être. Là, on a dans les commentaires, on nous dit, mais ça doit être super impressionnant, une machine qui déraille et donc du coup aussi une machine qui prend feu. Mais c'est fou. En fait, ça fait vraiment partie du quotidien quand même du métier. C'est des choses à prendre en compte. C'est des choses à prendre en compte, ouais. Surtout les déraillements, parce que après, déraillement impressionnant, faut pas aller s'imaginer les déraillements des trains qui roulent à 300 km par heure. Nous, Mhm. c'est des petits déraillements, mais avec beaucoup plus de dégradation. Et généralement, on a beaucoup plus de déraillements parce que c'est des voies qui sont déjà dégradées. Et nous, on est là pour les remettre en état. Donc, Ok. des voies dégradées, ça engendre des déraillements. Et puis, oui, on en voit tous les jours, quoi, des déraillements. Oh, ah Tellement, ouais, moi, je pensais pas je- qu'il y en avait autant, quoi. bah, c'est des chantiers, c'est des lignes fermées, il n'y a pas de voyageurs, donc il n'y a pas un communiqué de presse quoi derrière. Comme ça, les gens ils vont se rendre compte ou ils seront au courant. Ok, ok, ok.
Mais nous, on n'a pas trop de risque que nos trains ils déraillent quand on est dedans. Non, non, ne vous inquiétez pas. Donc, D'ailleurs, tu me rassures. d'ailleurs, voyager en train, c'est ce qu'il y a de plus sécurisé. Ouais, c'est vrai. Non, c'est l'avion qui est le mode de transport le plus sécurisé de tous en Eh termes ben, d'accident. Mais ben, c'est vrai que le train aussi est on a safe. tendance à oublier le nombre de trains qui passent. Si on prend un train, le nombre d'allers-retours qu'il fait par jour, et l'avion, le nombre d'allers-retours qu'il fait par jour, je pense que ce qui est plus sécurisé en termes de fréquence, c'est le train. Après, l'avion, c'est Je sais sécurisé pas, aussi. si quelqu'un peut vérifier sur Google, mais je pense qu'effectivement, le train, c'est quand même très, très sûr. Et Un, n'allez pas vous un- imaginer. un avion, il fait un seul aller-retour, voire deux par jour. Il y a moins de risques. Mais un Je pense train, que c'est parce qu'il y il a plein fait de vols sept. à Voilà, l'international tout le temps, donc voilà. Mais enfin, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est plus sécuritaire en tout cas que prendre la voiture, que prendre c'est le clair. vélo, que prendre voilà. Donc ça c'est voilà. On peut prendre le train, tout va bien se passer. Voilà, ça va Alors, pas. alors, alors dans le train, que ce soit les engins de travaux qui nous appartiennent ou dans les TGV, il y a un tas d'équipements de sécurité qui préviennent à l'avance. Hmm, Donc, au pire, ok. le train va s'arrêter. Moi, ça, c'est au pire des cas, le train, il va s'arrêter ou il y aura une conduite autonome. Donc, il n'y aura vraiment pas de souci là-dessus. Il n'y a aucun risque. Hmm. Ok. Bon, en tout cas, j'ai vérifié sur Google et effectivement, c'est l'avion qui est le mode de transport le plus sûr, mais voilà, il y a le train juste après. Oui, l'avion, Donc, c'est plus sûr. Ça, j'étais d'accord avec toi. Sauf que moi, je t'ai dit qu'on n'a pas pris en compte la fréquence des voyages par jour. Donc, un seul mm, aller-retour par rapport à 7, 8, qui a le plus de risques enfin bon, le train reste sécurisé. on va pas dérailler, avoir notre On est là locomotive. pour assurer le bon voyage Vous de chacun. allez nous sauver et tout va bien se passer. Donc ça fait plaisir. Et du coup, enfin, tout à l'heure, tu as parlé de réseau ferroviaire, enfin de rails dans des pays d'Afrique, etc. Est-ce que tu travailles parfois en dehors de la France? Et du Oui, coup, ma question qui suit, c'est est-ce que tu es amené à parler d'autres langues que le français? alors je suis amené à parler anglais Ok, et je suis amené à parler arabe aussi pour les pays du Nord-Afrique. On est un peu d'accord. partout. Kolasra est en Serbie, en Pologne, en Belgique, au Ouais. Canada, au Maroc, en Égypte aussi. Donc, et si vous voulez, la gestion du parc à l'international, elle est faite à Paris. Ok, Donc, d'accord. des fois, il y a des analyses de panne qu'il faut réaliser pour des machines en Serbie ou en Angleterre ou au Maroc, par exemple. Ok. Et du coup, Donc, toi, soit on parle anglais, ouais. ou soit si on maîtrise la langue du pays, ben, on parle la langue du pays. Et du coup, ça, tu le fais à distance, genre au téléphone, ou est-ce que tu as des déplacements professionnels et tout Alors, généralement, c'est à distance parce que depuis que je suis arrivé chez Colasra, il y a eu le Covid et à chaque fois, il y avait des restrictions. Ok. Mais normalement, c'est souvent des déplacements. C'est des déplacements. Bah, là, aujourd'hui, il y a un collègue à moi. Il a des engins, lui, en Égypte et en ce moment, il est en Égypte pour une semaine. Ok, trop bien, c'est trop Mm. cool. Ah bah c'est bien. Et du coup, est-ce que tu penses que si quelqu'un donc bon, parle anglais, mais parle une langue supplémentaire, pas forcément hyper fréquente, est-ce que est-ce que c'est un avantage, par exemple, de Alors, parler. les langues, c'est toujours un avantage. Apprendre les langues, c'est toujours un avantage, même si ça ne rentre pas dans le cadre professionnel. Hmm, Par contre, si la personne est là, la volonté, l'envie d'apprendre déjà, de faire un choix de langue, je parle de mon avis personnel, c'est hmm. commencer par l'anglais. Ok. Ça reste une langue universelle. Et puis derrière, essayer de voir une autre langue s'ils veulent vraiment apprendre. Et puis l'allemand aussi, pour le ferroviaire. Ah ouais, l'allemand? Ok. Parce que en France, on suit beaucoup la politique allemande dans le ferroviaire. C'est plutôt des machines de constructeurs allemands aussi. Des fois, on est amené à avoir des schémas de maintenance ou des préconisations en allemand. Ah ok. Donc, Et toi, tu on est parles obligé. allemand? Non.
Je suis obligé de traduire derrière. C'est compliqué, ouais, c'est clair. Mais d'accord, donc tu as des schémas de maintenance et tout en allemand. Oui, ça arrive d'avoir des schémas enfin, pour des engins très anciens, des engins qui datent de 1999, Ok. 1990. Donc, il n'y a pas eu cette digitalisation pour pouvoir avoir tout sur ordinateur et pouvoir le traduire automatiquement ou l'avoir traduit déjà de base. Ok. Bon, bah voilà, si jamais vous parlez allemand ou vous parlez, je ne sais pas, le serbe, ça peut être une bonne chose. Mais donc voilà, comme vous a dit Badr, c'est l'anglais qu'il faut absolument privilégier, comme dans beaucoup de métiers en fait maintenant. Hein, c'est vraiment, voilà, Hmm. il vaut mieux parler anglais. Hein, ça c'est vraiment, voilà. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu les plus et les moins de faire un métier comme le tien? Alors, je commence par les moins. Vas-y. Les moins, c'est que, on va dire, il y a du bon stress. Si une Ok. machine tombe en panne et comme je vous ai dit, avec les amendes qu'on prend derrière, tu as une équipe à manager. Toi, tu es chez toi le soir et tu sais qu'il est sur chantier et qu'il travaille. Peut-être il a les conditions, peut-être il n'a pas les conditions. Donc, il y a toujours, on réfléchit toujours si tout va bien se passer ou pas. Après Ok. ça diminue avec l'expérience. À chaque fois, on a de l'expérience et on a de l'ancienneté. On prend l'habitude de ce genre de stress. Et D'accord. les plus, en tout cas pour moi, dans le ferroviaire chez Colas Rail, c'est que on essaye de privilégier des choses qui me portent à cœur, en tout cas. On en a parlé l'autre fois, Marion, c'est tout ce qui est RSE. Et Oui, tout ce ouais, c'est qui vrai. est Ah bah, d'ailleurs, sécurité, ouais, tout ce ouais. qui est, on essaie de mettre en place des engins tout en respectant l'environnement, tout en respectant tout ce qui est sociétal, juridique, ainsi de suite. Donc là-dessus, j'ai pas à me plaindre. Ouais, bah Et surtout en puis, plus on va en parler du coup puisque comme tu l'as dit on en avait discuté quand on préparait ce live. Donc, on va aborder ces questions-là. Juste une dernière question, la fameuse question, la big question. j'ai le Quel... droit à un joker? Pardon? J'ai le droit à un joker? Bah, si tu veux, t'es pas obligé de répondre. Tu peux trouver des moyens détournés de répondre. Mais bon, en gros, quel genre de salaire est-ce qu'on peut espérer quand on fait ton métier? En tant qu'ingénieur débutant, Oui, en tant que débutant. alors je dirais, ça dépend des entreprises, ça dépend du diplôme, ça dépend aussi du profil, mais généralement, c'est entre, en net ou en brut? En brut. Généralement, c'est entre 3 500 euros par mois. Ok, pour un débutant, hein, c'est Ouais. franchement pas mal, hein, c'est plutôt chouette. Ok, bah voilà, bravo, tu as répondu à la question, la fameuse. C'est pas toujours évident parfois. Enfin, en France, c'est un sujet qui peut être un peu difficile à aborder, mais nous, on a Mais notre boule. c'est un sujet aussi qui peut motiver les jeunes à aller intégrer des écoles d'ingénieurs ou des des facultés, des universités de médecine, de faire des études pour pouvoir assurer leur avenir. Et ben justement, parlons-en des études. On va regarder donc ton parcours. Bah, très beau parcours d'ailleurs. Donc toi, tu as commencé. Donc à la base, tu étais au Maroc Oui, euh, et donc tu as fait un bac scientifique. Mais il faut savoir que c'est les mêmes bacs qu'en France, en fait. Enfin, c'est la même chose dans beaucoup de cas. Donc tu as fait un bac S. Et puis ensuite, tu as fait une école d'ingénieur, donc Polytech Nancy en prépa intégrée, mais tu n'étais pas à Nancy, tu étais toujours voilà. au Maroc. Donc comment tu as J'étais réussi à dans le faire ça? campus à Rabat au Maroc de l'école Polytech Nancy. Ok, et ils ont des antennes un peu partout dans le monde comme ça ou... Alors, en ce qui concerne Polytech Nancy, c'est qu'au Maroc. Ok, bah trop bien. Après, il y C'est... en a d'autres, peut-être qu'ils ont des antennes un peu partout. Comme ils sont en France, il y a des écoles américaines, canadiennes qui sont basées en France pour poursuivre derrière
dans leur pays. Moi, c'était Polytech Nancy, campus de Rabat au début. Ok. Ben, trop bien, enfin, c'est cool. Et du coup, toi, tu as fait une prépa intégrée, donc tu n'as pas fait une prépa, donc c'est-à-dire des classes préparatoires. Oui, Généralement, ça se fait dans des lycées et ensuite on intègre des écoles. c'est ça. Toi, non, c'était directement intégré à l'école, du coup. Alors, c'est soit classe préparatoire, comme tu viens de dire, Marion, de 2 ans, plus intégrer une école d'ingénieur pour 3 ans d'études, Mm. ou soit une école d'ingénieur avec 5 ou 6 ans d'études et 2 ou 3 ans de prépa intégrée. Ok, bah, trop bien. On va continuer à regarder ton parcours, mais on nous demande quand même, donc c'est trop bien. Je veux faire ce métier. Est-ce que c'est ouvert aux femmes? Bien sûr, bien sûr. C'est ouvert aux femmes. Il y aura des ingénieurs femmes, des techniciens, enfin, qui sont souvent sur chantier, qui font le travail beaucoup mieux que nous les hommes. Donc, oui, c'est ouvert aux femmes. Ok, bon, bah, en tout cas, c'est bon à savoir. Si jamais vous avez un attrait pour le domaine ferroviaire, ne vous mettez pas de barrière. Si vous êtes une jeune femme, ça peut être aussi fait pour vous, hein. Vraiment, c'est plus, j'imagine, la qualité du travail et les compétences plutôt que le genre. Mais C'est ça. c'est vrai que c'est le type de métier où il y a quand même encore pas mal de clichés ou d'idées reçues où on se dit bah, non, c'est pas pour les femmes, etc. Donc c'est bien qu'on nous pose la question, comme ça on peut défaire le cliché un petit peu. Donc toi, donc tu as fait ton école d'ingénieur donc au Maroc, à Rabat, et puis tu as poursuivi tes études d'ingénieur donc à Nancy. Oui. Là, tu étais toujours dans les fameux 5 ou 6 ans ou c'est encore après? Alors non, j'ai fait 3 ans à Rabat et puis par la suite 3 ans à Nancy. D'accord. Ok, ouais, c'est des longues études quand même. Oui. Mais, c'est... 6 ans, c'est ça. mais après, tu commences à travailler directement. Donc ça, Mm. c'est cool. Et ça passe vite surtout. Ouais, ouais, j'imagine. Bah, la prépa, ça doit être assez intense. Et après, ça doit être plus à la cool une fois que tu as passé la prépa, quoi. Oui, plus à la cool et surtout qu'on commence à faire des choses qu'on aime et des choses qu'on crée. Hmm. Donc on rentre dans le technique, on rentre dans des choses qui sont très intéressantes. Et c'est là où on commence à aimer notre métier en apprenant des choses qui sont liées, en tout cas je parle pour le côté ingénierie, qui sont liées à la réalité des choses. Donc c'est des exemples, c'est des pratiques sur terrain. On se dit, à 1 an ou 2 ans, je passais par là et je ne me rendais pas compte de ça ou Ouais, ça. Et donc en exerçant enfin, la spécialité, on commence à aimer le métier. trop bien. Mais justement, toi, en plus, tu as pu sur la fin faire bah, de l'alternance et un contrat de professionnalisation. Et tu Mhm. étais déjà donc en maintenance et en sûreté de fonctionnement. Donc en fait, tu avais déjà vraiment carrément un pied dans le monde du travail concret, quoi. C'est ça. Alors moi, de ma dernière année d'école ingénieur, j'ai fait contrat de professionnalisation dans une entreprise de ferroviaire aussi. Mhm. Et donc, c'est là où je faisais presque les mêmes tâches, on va dire, que chez Colas Rail, sauf que j'étais assisté par un directeur maintenance. Et après l'obtention du diplôme, le directeur de maintenance, il a rejoint Colas Rail. Il a fait appel à moi par la suite pour rejoindre Colas Rail, pour faire partie Ok. de ses équipes. Bah, trop bien. Et bah, on nous demande quand tu étais petit, est-ce que tu savais, oh là, je vais y arriver. Je reprends. Quand tu étais petit, est-ce que tu savais déjà ce que tu voulais faire ou que tu voulais travailler dans le ferroviaire en tout cas? Non, pas dans le ferroviaire. Je voulais être ingénieur Ok. parce que ça me parlait. Je savais en quoi ça consistait, mais non, pas forcément le ferroviaire. Le ferroviaire, c'est quand j'ai eu l'opportunité de faire un contrat de professionnalisation dans le ferroviaire. Donc, c'est à ce moment-là où j'ai commencé à aimer le métier. Et au fur et à mesure, dès qu'on a un peu de l'expérience dans, dans ce qui est technique, c'est bon, on plonge dans le secteur. Ouais. Et bah, du coup, on nous demande qu'est-ce que tu as fait comme stage pendant tes études, parce qu'on a parlé de ton contrat de professionnalisation et de l'alternance. Est-ce que tu as fait des stages et si oui, lesquels du coup? Alors, j'avais fait un premier stage au Maroc, je m'en souviens, lors de la COP 22. Ok. C'était organisé à ce moment-là au Maroc. On avait mis en place un bus urbain électrique. Ok.
On Trop bien. essayait de synchroniser entre deux moteurs électriques pour pouvoir atteindre une puissance et une charge en termes de nombre de voyageurs. Et ça a été présenté lors de l'exposition Code 22. OK, bah, trop intéressant, trop bien. Du coup, voilà, donc le stage, l'alternance, le contrat de professionnalisation et donc tu as eu des premières expériences donc dans le domaine, des métiers du ferroviaire, donc suite à tes études et en fait, tu es arrivé à ton poste actuel il y a 2 ans, chez Colas Rail. Oui, Donc tu es arrivé pour la pandémie, en fait. en plein pandémie, en plein confinement. Comme quoi, il faut jamais baisser les bras. Ouais et là, ça va, ça reprend un petit peu, vous Ça reprenez reprend. Et d'ailleurs, je tiens à le dire pour ceux qui sont intéressés par le métier, on est en plein recherche active d'ingénieurs et de techniciens et on n'arrive pas à en trouver. Il y a une forte ah ouais? demande en maintenance ferroviaire. Donc, pour ceux qui sont OK. intéressés, n'hésitez pas à suivre ce choix. Petite promo, petite recherche de travailleurs C'est en plutôt ça. entreprise. Est-ce que ah bah oui, très bonne question. Est-ce que vous prenez des stagiaires de troisième pour, commencer, initier un feu sacré, C'est les stages de découverte, c'est d'observation? ça? Ouais, On en a eu. On ouais. en a eu, mais généralement, c'était des collaborateurs qui ramenaient leurs enfants. Après, s'ils font la demande, bah, là, il y a moi. Ils peuvent être disponibles. Donc, ils peuvent, oui, faire un stage d'une semaine de découverte d'entreprise et de découverte des différents métiers des collaborateurs. Est-ce que ça, pour le coup, comme on parlait de vocation tout à l'heure, c'est vrai que les stages de troisième, ça peut, bah, initier des vocations, en fait, hein, Et s'il y a la possibilité d'être immergé comme ça, pendant une semaine, voilà, en tout cas, oui, comme on nous dit dans les commentaires, très bon résumé, il y a du travail pour les futurs ingénieurs ferroviaires. Prenez des notes. Bon, pour l'instant, c'est vrai que notre cœur de cible chez MyFuture est relativement jeune, donc ils sont pas encore en âge de commencer leurs études, mais s'ils ont une idée en tête, ça peut leur faciliter la c'est tâche. clair. Moi, j'avais l'idée d'être ingénieur quand j'étais au collège. Donc, s'ils ont eu Ah, l'idée de maintenant, donc, et ben voilà, donc c'est parfait. Et puis en plus, vous voyez que même en début de carrière, vous avez quand même un salaire qui est plutôt intéressant, vous avez des responsabilités, vous êtes directement dans le cœur de l'action. Donc ça, franchement, ça fait plaisir, quoi. Et puis j'ai l'impression que c'est un métier qui n'est pas routinier, qui n'est non. pas métro boulot dodo, enfin train boulot dodo du coup. Mais Non, voilà, donc c'est ça pas du c'est tout cool. ça. On va regarder les compétences et les qualités que tu penses vraiment nécessaires, en tout cas auxquelles toi tu fais appel au quotidien dans ton métier. Donc la plus grande compétence ou qualité que tu m'as citée, c'est la première que tu m'as citée, et en plus c'est celle qui est la plus importante selon toi, c'est la curiosité. Mais du coup, pourquoi la curiosité? Qu'est-ce que ça vient faire? Pourquoi elle vient intervenir dans ton travail? Alors, je reprends la première question qui a été posée. Ça a l'air difficile. Mmh. Et j'avais répondu comme quoi, en ayant curieux, en allant vers les gens plus expérimentés pour apprendre, pour se former, bah, c'est là où on peut avoir, on va dire, une certaine connaissance des éléments techniques. Moi, j'avais une formation maintenant sur tes fonctionnement quand j'étais diplômé et j'avais pas de connaissance du monde du ferroviaire. Et Mmh. sans ma curiosité d'aller vers les gens et ma bonne volonté d'apprendre tout ce qui est technique, ben, je pense que ça n'allait pas le faire, quoi, finalement. Ouais. Donc, Donc, toi, être curieux, aller vers les gens, toujours apprendre, toujours poser des questions, ça aide à monter en compétence. mais d'ailleurs, même en dehors du monde du travail, même en tant que Mais personne, même dans les études, ça aide vachement, en fait, d'avoir de la curiosité, quoi. non, ouais, c'est clair. Mm. Ouais. Et c'est pas, on ne dit pas de fouiner dans les affaires des gens, mais Non, mais s'il y a des questions, si c'est flou pour la personne, que ça soit à l'école, mm. moi, je m'en souviens, j'étais petit et à chaque fois, je me disais, bah, tiens, j'ai une question, mais j'ai pas trop envie de la Ouais, poser. J'essaierai de voir ça ce soir. Alors que non, ouais, faut ouais. poser la question et il faut avoir la réponse pour pouvoir poursuivre. Mais c'est clair, faut pas avoir peur. Il n'y a pas de mauvaises questions. À partir du moment où on se pose une question, c'est que voilà, c'est qu'il y a
déjà, il y a forcément une réponse et puis ça peut susciter en fait un intérêt. On peut apprendre plein de choses derrière, donc c'est top. Une autre compétence dont tu m'as parlé, et c'est intéressant la manière dont c'est formulé, c'est avoir le sens du répondant. Ce que tu as expliqué comme étant le fait de savoir s'imposer parfois, mais être aussi capable d'écouter. Donc, dans quel contexte est-ce que ça peut intervenir de faire appel à ce sens du répondant? Ça peut intervenir au moment où on est en face de d'autres concurrents et il faudra gagner l'appel d'offres, par exemple. Ok. Et donc là, enfin, c'est pas nos alliés, c'est pas mon équipe, c'est un concurrent qui est en face et l'objectif de l'entreprise, c'est de remporter l'appel d'offres. Mhm. Donc, avoir du sens du répondant, ça pourra servir à ce moment-là. Ça, c'est dans un premier temps. Dans un deuxième temps, comme je disais tout à l'heure, il y a des entreprises qui nous surveillent, il y a des entreprises qui essaient de voir si on fait bien les choses ou pas. Sauf que dans les entreprises, des fois, il y a des personnes qui exagèrent un peu, on va dire. D'accord. Et Ah donc, si ouais, vous avez des espions carrément et non, c'est tout. pas des espions, c'est que par exemple, pas des espions, c'est dans chaque métier. Des fois, il y a des audits, des fois, il y a des Mhm. organismes qui viennent, mais ils essaient un peu de contourner les questions, de contourner les réponses. Ils essaient Mhm. d'aller plus loin que ce qu'ils doivent faire. Et Mhm. donc, si la personne, elle n'est pas confiance en ce qu'elle fait, si elle n'a pas le sens de répondant, elle pourra tout gâcher derrière. Et ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que être un ingénieur, c'est être manager à 24 ans, à 25 ans. Et on Ok. est amené à manager des personnes qui ont 45 ans, qui ont 50 ans, qui ont de l'expérience et qui vont pas forcément te faire confiance sur tout ce que tu vas dire. Parce que pour eux, ce qu'ils voient, c'est un ingénieur qui est tout jeune, qui a 23 ans. Il comprend rien. Ça arrive des fois. Mhm. Donc, des fois, c'est bien d'avoir le sens du répondant pour pouvoir. Des fois, avoir du sens du répondant, c'est de gagner un périmètre de confiance. Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais je trouve que ça va bien avec la troisième qualité dont tu m'as parlé quand on préparait ce live, qui est l'humilité. En fait, Euh, les trois vont en même temps, quoi. Parce que c'est pas oui, c'est forcément sûr. un caractère seul qu'on doit avoir. Ça dépend des conditions et ça dépend des personnes auxquelles on fait face, quoi. Ouais, bien sûr. Mais du coup, bah, l'humilité qui est donc un aspect hyper important aussi, et ça va bien avec le fait que tu nous expliquais qu'on peut arriver très jeune dans cette position de directeur, entre guillemets, hein, de manager, de supérieur, et donc bah, que tu es amené à gérer des équipes de techniciens. Et j'aime bien la formulation que tu as eue de dire bah, il ne faut pas être un monsieur ou une madame je sais tout. Enfin, il y a quand même une différence entre savoir s'imposer parfois, être capable de répondre et tout, mais il y a aussi des manières de le faire et il faut peut-être éviter parfois de tomber dans le j'ai raison tout le temps, etc. Enfin voilà, enfin, tu me dis peut-être si je me trompe, Non, c'est mais clair, c'est clair. Moi, pour moi, la réussite, c'est le travail en équipe. hmm, Et des fois, oui, tu as raison et tu sais tout, mais à côté, il y a des idées qui peuvent ouais, servir aussi et améliorer les choses. Donc, en ayant cet esprit de monsieur, je sais tout, c'est d'être renfermé dans une petite bulle et ça ne pourra pas faire avancer les choses. hmm, ouais. Ouais, il faut Il faut être toujours capable de être à prendre un l'écoute. peu. Ouais, ouais. Oui, bah, c'est comme tu disais, en fait, ça va tout ensemble, d'avoir la curiosité, le sens du répondant, mais également de l'humilité. C'est ça qui permet bah, d'avancer, en fait, et d'avancer en groupe. Et comme c'est beaucoup du travail d'équipe, comme tu nous disais tout à l'heure, bah, ça se comprend, en fait. Mais finalement, toutes ces choses-là, c'est pas forcément des choses que tu apprends à l'école, en fait. Non, pas du tout. Moi, l'humilité, enfin, ça m'a attiré lors de mon premier entretien en contrat de professionnalisation. On m'a Ok. posé la question, pour toi, c'est quoi un manager? Et Mm, j'avais répondu, proposer et puis écouter ses équipes. mm. Et là, la personne qui me faisait l'entretien m'a dit non, écouter et puis proposer. Tellement c'est important d'écouter et Ouais. peut-être les choses que nous, on a en tête et les idées qu'on veut mettre en place, il y a certaines personnes qui nous entourent et le fait de les écouter, bah, ça peut aussi coordonner avec nos propres idées et aller vers l'avant.
Ok. Bah, c'est hyper intéressant. Bah, merci en tout cas de partager cette petite anecdote de l'entretien et tout. Je trouve que ça représente vachement bien ce que tu nous disais. Et ce que je trouve intéressant aussi dans ce cas de figure où tu nous as cité des compétences qui sont plutôt en fait des qualités personnelles, Mm. c'est aussi de montrer que un travail, c'est pas juste apprendre dans la théorie quelque chose à l'école et ensuite tu vas l'appliquer directement comme ça. Il y a plein d'éléments à prendre en compte autres au niveau de la personnalité, au niveau du savoir-être. Et ça, c'est des choses qu'on apprend plus par soi-même plutôt que dans les livres ou dans des cours, quoi. C'est clair, parce que moi, pour moi, toute personne ayant un diplôme d'ingénieur, en termes de formation, c'est pareil par rapport aux autres. Mais ce qui fait la différence, c'est ces éléments-là. Ce qui attire l'attention des entreprises, c'est ces éléments-là. Et ce qui font que la personne monte en compétence et un potentiel plus élevé, c'est aussi ces éléments-là. Hmm. Et bah ouais, mais en tout cas, c'est hyper intéressant. On va aller regarder, on arrive sur la fin, donc on va aller regarder les clichés rattachés à ton travail, à ton milieu. On a quand Oui. même une question, parce qu'on voit là que tu as un beau col roulé et une veste de costume. Alors Chantal nous demande, est-ce qu'il y a un code vestimentaire dans ton métier? Alors, ce qu'il faut retenir, c'est le code vestimentaire dans le métier et selon tes managers. C'est-à-dire, si ton manager porte des vestes, des cols roulés, ainsi de suite, eh ben, il faudra faire pareil. Moi, c'est ce qu'on m'a Ah appris à ouais? l'école et c'est ce que j'ai appris aussi. Généralement, c'est comme ça. Par contre, oui, on voit comme ça parce que j'avais une réunion juste avant en visuel avec un client, mais ça arrive d'avoir des EPI, des gilets de sécurité sur chantier, ainsi de suite. Ok. Généralement, on n'oblige pas les gens à s'habiller de telle ou telle manière, mais de préférence, c'est d'être bien présenté et comme ça, on gagne un peu la confiance des clients et la confiance des gens. Ça fait partie Ok. aussi des choses qu'il faut avoir en tête. Bah, trop bien, bah, c'est clair et puis, en fait, on n'en parle pas souvent. C'est une très bonne question, de demander ça parce que finalement, on parle pas souvent de l'aspect, présentation de certains métiers et en fait, finalement, ça compte. Par exemple, bah, c'est un bon conseil, de dire, de matcher un peu l'apparence, du manager ou voilà, ça c'est vraiment, Faut pas exagérer non plus au niveau apparence, mais ouais. voilà, faut être présentable, faut. OK. Et ben, on va conclure en regardant les clichés donc qu'on peut rencontrer dans ce milieu-là. Donc déjà, comme tu nous as expliqué tout à l'heure, il y a des gros enjeux hein, dans la maintenance. Donc il y a un cliché qui est que maintenance égale perte d'argent. Parce que bah, voilà, donc il y a des gros enjeux. Alors qu'est-ce que tu as à répondre à ça? Alors oui, maintenance, perte d'argent, on l'entend souvent, mais l'idée, c'est maintenance. L'idée d'un ingénieur de maintenance, c'est pas de faire perdre l'argent, c'est d'essayer de réaliser sa maintenance en optimisant et en minimisant les coûts. Et ce qu'il Ok. faut retenir aussi, il y a que certaines personnes avec la mentalité maintenance égale perte d'argent, ils n'ont pas forcément une vision lointaine. C'est-à-dire, dégradation, par exemple, de la machine, qui va causer une panne. Et au Mhm. moment où la panne sera causée, ben, il y aura une perte d'exploitation, un arrêt du chantier et des amendes à payer. Donc au final, je pense que ça revient au même. C'est juste que Ouais. les gens, ils n'ont pas un peu ce retour d'expérience, cette vision d'essayer de comparer et de comprendre le profond du domaine de la maintenance. Enfin, c'est vraiment essayer de minimiser les coûts avec tout un travail d'ingénierie, mais pas forcément les perdre, quoi. Mhm. Alors, on a en deuxième cliché, bah voilà, dont on parlait tout à l'heure, hein, les fameux aspects à prendre en compte. Dans le cliché, c'est le monde du ferroviaire ne prend pas en compte la sécurité, la qualité et l'environnement. Et comme on a dit au tout début du live, c'est complètement faux. D'ailleurs, c'est un des aspects qui pour toi est les plus positifs dans ton métier. Donc, bah, réexplique-nous en quoi c'est faux et en quoi ça consiste, ces normes, ces aspects, pourquoi est-ce qu'on doit les prendre en compte? Alors, j'entendais beaucoup de gens disaient que oui, le monde des ferroviaires ne prend pas en compte ceci, cela, cela. Euh, Déjà, un TGV, il roule en électrique.
Déjà de base, je pense que presque tout le monde a pris un train. Déjà, il suffit de voir que le train il roule en électrique. On a déjà une petite idée. Chez Mhm. Colasrail, par exemple, il y a des voitures de fonction. On a interdit les voitures diesel, des voitures essence, et on a mis des voitures électriques avec des bornes électriques. Wow. On opte pour le biocarburant aussi. Euh, Chaque matin à 8 heures, il y a ce qu'on appelle des astreintes où on essaye de sensibiliser chacun de nous à la sécurité ferroviaire. Faites attention à ça, portez vos OPI, portez ceci, portez cela. Mhm. Et la qualité. Ce que je veux dire surtout, c'est que la maintenance dans le ferroviaire par rapport au domaine automobile ou dans l'aviation ou autre, c'est pas pareil. Parce que toutes les entreprises n'ont pas le droit d'exercer leur propre maintenance s'ils ne sont pas certifiés. Il y a des D'accord. organismes qui viennent faire des audits de qualité, de sécurité, d'environnement, et c'est à ce moment-là qu'on a le droit ou pas de réaliser notre propre maintenance, par exemple. Mhm. Tellement c'est carré et tellement il y a une différence et tellement on est sensibilisé par ça, il y a des organismes que eux, ils te donnent le feu vert pour pouvoir réaliser la maintenance dans tes propres ateliers ou pas, avec des contrôles et des audits annuels. Ok. Et si on n'a pas ce certificat et si on n'est pas conforme à la sécurité, qualité et l'environnement, on est obligé de faire des prestations et de faire appel à d'autres entreprises pour nous réaliser la maintenance. D'accord. Ok, bon, c'est ouais, c'est hyper poussé et hyper contrôlé, beaucoup plus que nous, on n'est pas forcément au courant, hein, nous, le public extérieur, Moi on le non sait plus, au début, avant d'intégrer ce secteur-là, j'étais pas forcément au courant. Donc, c'est là où... pas. Bah, en tout cas, merci d'avoir participé à défaire ces clichés-là. Peut-être qu'on va commencer à regarder le domaine ferroviaire différemment. Peut-être la prochaine fois qu'on sera sur la route à côté d'un train ou de rail, on va se dire, ah oui, tiens, et on va repenser à tout ce que tu nous disais. En tout cas, c'était vraiment super intéressant. On touche malheureusement, parce que toutes les bonnes choses ont une fin, on touche à la fin de ce live. Est-ce que tu as peut-être un message que tu souhaiterais diffuser ou peut-être des conseils pour les élèves, notamment les plus jeunes d'entre eux qui nous regardent? Enfin, si c'est le cas, tu as la carte blanche, voilà, pour t'exprimer. Alors, j'en ai deux. Le premier, c'est pour tous ceux qui nous regardent. Euh, Essayez de sortir de votre zone de confort. Si vous avez une envie, si vous avez une volonté de faire quelque chose, d'atteindre un point, fixez-le, travaillez et un jour ce travail va être payé. Croyez en vos rêves et vraiment que c'est avec le travail qu'on finit d'être payé au final. Et le deuxième message, c'est un remerciement pour My Future, déjà au tout début pour Madame Dunia Khalil qui m'a qui m'a bien expliqué, Trouver. non, qui m'a vraiment, elle a su me trouver des arguments qui m'ont mené à accepter ce live. Et puis, je te remercie toi aussi pour cette animation et pour Bah, les merci. questions et pour le lien que tu fais entre les gens qui nous regardent et puis Bah, moi-même. c'est super gentil. Bah, moi, j'ai adoré te recevoir. C'était super intéressant. Et d'ailleurs, bah, ça s'en ressent aussi dans les personnes qui nous ont regardés. On nous dit merci Badr pour cette intervention passionnante. On nous dit merci beaucoup. J'ai appris plein de choses. C'était trop gentil. Donc voilà, c'est cool et ça veut dire que notre objectif bah, a été complètement atteint. Et c'est ça qu'on cherche hein, quand on vient bah, solliciter des professionnels pour faire nos live métiers, c'est vraiment l'objectif qu'on a. Et enfin, moi, en tout cas, j'ai passé un très bon moment. J'ai appris plein de trucs. Bon, Ça bah, c'est m'a. parfait, c'est le principal et je Ouais. leur souhaite aussi bon courage pour leurs études. Bah, c'est très gentil à toi. Et dans tous les cas, vous savez que vous pouvez retrouver ce live en replay. Vous pouvez le consulter à tout moment si vous avez bah, envie hein, de repasser sur certaines choses qui ont été dites. Je vous rappelle que dans les commentaires, il y a le lien vers la vidéo de Colas Rail que tu nous as montré, enfin, dont on a vu un Oui, extrait. Et voilà, bah, encore une fois, je te remercie beaucoup d'avoir été avec nous. merci à vous.
Et Merci je te beaucoup. souhaite une très, très bonne continuation, Badr. Et à vous également. Bon courage. Au revoir.